Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 mai 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether et vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser BNB. Du coup, on va l'analyser. Je remets en jeu STX contre Toncoin. C'est à vous de décider entre les deux. Donc TON ou STX en commentaire et le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'alt en commentaire parce que je sèche un petit peu en ce moment. J'ai plus trop d'idées. Juste avant de commencer le brief, je tiens à vous rappeler encore, vous avez le BitGet Trader Pro, le challenge qui est toujours d'actu. Vous avez encore 4 jours pour vous inscrire. C'est vraiment une bonne opportunité pour tenter de gagner 10 000 USDT. Il n'y a rien à payer, vous risquez rien du tout. Vous vous inscrivez, c'est 100% gratuit. Vous essayez de relever les défis, tout simplement, qui sont proposés juste ici. Si vous y arrivez, vous gagnez 10 000 $. Si vous n'y arrivez pas, il se passe rien, vous gagnez rien, vous perdez rien, tout simplement. Et voilà, donc c'est une chance de gagner 10 000 USDT. Tout simplement, vous avez toutes les explications ici. Vous cliquez sur le lien que je vous mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo sur commencer le défi et c'est bon. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, je vous invite à passer via notre lien partenaire pour également récupérer la formation gratuite et par la suite le VIP et par la suite de grosses surprises qui arriveront très très bientôt. On est au bout du bout, je vous en parlerai très très bientôt. Donc voilà, mais si vous passez pas via notre lien, tout ça ne fonctionnera pas. Donc passez via le lien justement qui se retrouve en commentaire épinglé ou sur ce lien ici où il y a tous les liens dont vous avez besoin. Alors du coup, le Bitcoin qui bouge un peu dans tous les sens, on en a parlé, il y a des événements macro tous les jours là depuis le début de semaine, enfin sauf le lundi, on va regarder tout ça. Ici, du coup, on a eu hier le Core PPI qui était pas du tout positif, qui est bien au-dessus des attentes et qui est supérieur à ce qu'on avait précédemment. Donc ça, c'est pas positif actuellement. Ça veut dire que ça, en fait, si vous voulez, le Core PPI, ça peut avoir une incidence sur le CPI. Donc le Core PPI, c'est au niveau de la production et le CPI, c'est au niveau de la consommation. Donc si le prix à la production augmente, techniquement, le coût de le prix à la consommation peut augmenter également. Donc un PPI qui recule pas, c'est pas positif pour l'inflation. Donc l'inflation reste un problème actuellement. On est bien au-delà des attentes et on a les chiffres du CPI justement cet après-midi. Ça risque d'être compliqué. Alors heure de France, ça doit être 14h30, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on voit que le CPI en fait ne baisse plus depuis très longtemps et l'objectif de la Fed, c'est les 2%, si vous vous souvenez, sauf qu'on est très loin des 2% pour l'instant. Et du coup, la Fed, le discours de Powell est qu'ils ne veulent pas baisser les taux tant que les 2% ne sont pas atteints ou tant qu'ils n'ont vraiment pas des signaux clairs, par exemple d'une reprise baissière de l'inflation et par exemple d'une hausse du chômage. Donc aujourd'hui, cet après-midi, CPI, ok. Les précédents chiffres, c'était 3,3%. Le marché est en train de forecast, donc de prédire 3,4%. Ce qui était précédent, c'était 3,5%. Ici, c'est pas à jour, je pense. Ici, c'était écrit 3,5%. Tout simplement. Et le marché, si on imprime plus de 3,5, c'est pas bon, puisque c'est-à-dire que l'inflation réaugmente. Donc ça, c'est vraiment pas positif. Et si on n'est pas, par exemple, s'il n'y a pas une grosse surprise, genre 3%, qui indiquerait que l'inflation rebaisse, je pense qu'en fait le marché l'a déjà pricé et ce qui va se passer, c'est que le marché va découper dans tous les sens. Mais en tout cas, si par exemple on a 3,7, 3,8, quelque chose comme ça, là c'est vraiment pas positif parce que le marché s'est pas tablé sur ça. Et du coup, à ce moment-là, on aura très très probablement ici une baisse des probabilités au niveau de la baisse des taux. Donc par exemple, là, le marché est en train de pricer le fait qu'en juillet, au FOMC de juillet, on aura 26% de probabilité potentiellement de baisser les taux. Donc c'est faible, mais imaginez que le CPI est élevé aujourd'hui, ces 26% vont peut-être se transformer en 10%. Donc ça voudrait dire que le marché stablera plutôt sur une baisse des taux peut-être en septembre. Je rappelle qu'il y a quelques mois, on se disait qu'en juin, on aurait déjà baissé les taux. Là, le marché se dit plus du tout ça. Se dit qu'il est plus probable de les baisser en septembre. Si le CPI est élevé, par exemple, en septembre, ça pourrait diminuer aussi. Donc ça se trouve, ça sera plutôt en novembre. Et actuellement, le marché price 2, voire 3 baisses de taux. Mais imaginez que l'inflation remonte fortement, ce que va pricer le marché tout simplement, c'est un marché qui va pas baisser ses taux tout de suite et ça serait pas forcément positif pour les assets à risque. Ok, donc tout ça, ça sera surveillé. Donc cet après-midi, ça va encore bouger dans tous les sens. Il y a bien évidemment deux zones bien définies pour découper tout le monde aujourd'hui. C'est le low d'hier et le high d'hier ici. Donc au-dessus des 62 295 $ et en dessous des 61 000 $. Donc si le marché aujourd'hui continue de se trader entre ces deux bornes,
bah, attendez-vous à ce qu'au CPI, on est hop et hop. Comme ça, voilà, le marché va découper dans les deux sens. C'est exactement ce qu'on a eu hier pendant les news qu'on avait, donc le PPI et le speech de Powell. Donc ici, hop, je prends les stops ici et je prends les stops ici. Donc on risque de faire exactement la même chose. C'est un marché qui bouge un petit peu dans tous les sens. On voit que les traders sur contrats dérivés se font exploser. Vous voyez, toutes les positions se ferment. Donc les acheteurs se font rect, les vendeurs se font rect. Bah, le marché, en fait, va nulle part pour l'instant. Maintenant, d'un point de vue technique, pour moi, ça n'a pas changé. Pour l'instant, le marché n'a pas réintégré les breakers précédents. On continue de travailler cette zone. C'est plutôt positif pour voir potentiellement une continuation haussière. Ok. Ce qu'il faudrait voir également, idéalement, c'est la cassure de cette imbalance juste ici pour voilà, essayer de se dire ok, c'est bon maintenant, on va aller déloger ces sommets là, parce que là, c'est trop cramé qu'on est en train de garder cette zone pour plus tard. Quand on peut pas savoir, mais bon, ça me semble être pas très loin maintenant en termes de timing pour aller récupérer cette zone de prix complètement évidente. Ce qui serait mieux en réalité, c'est de potentiellement venir récupérer tous les lots juste ici une dernière fois, ok, pour revenir tester encore une fois le breaker qu'on avait eu ici, qu'on est en train de maintenir là. Donc peut-être une dernière chasse comme ça, et là, pourquoi pas aller s'attaquer aux vendeurs, voire même retracer plus. Pour moi, le moment où Bitcoin, j'en ai déjà parlé, hein, pour moi, perd les 59 000 $, c'est plus, enfin, il y a plus de possibilités haussières à court terme, bien évidemment, court moyen terme. Et l'objectif, ce sera, je pense, d'aller récupérer le plus bas des 56 400. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir cette zone. On peut faire une dernière chasse au stop parce qu'il y a trop de creux ici et maintenant c'est une zone évidente sur laquelle on peut chasser les stops. Également, j'interprète personnellement qu'on a de gros acheteurs qui se positionnent ici, juste là, sur ces niveaux de prix. Je vais attendre un petit peu que le CVD charge pour vous montrer quelque chose, si ça veut bien fonctionner. Ok, je vérifierai, je pense que j'étais déconnecté très probablement, ou pas, on va voir. Mais bon, au moins le CVD fonctionnera. En espérant que ça charge vite. Yes, donc là on voit le CVD qui chute, ici sur ces niveaux de prix. Là, et ici encore, là. C'est pour moi ce CVD, donc ici c'est les ordres en fait qui s'exécutent au marché de plus de 10 millions de dollars, ok. Donc là, par exemple, il y a eu un sell market de plus de 20 millions. Là, il y a eu un sell market d'à peu près 13 millions de dollars. Pour moi, c'est pas des whales ici qui vendent. Pour moi, le CVD ici représente probablement du flux de market maker. Et donc, si le market maker sell des gros montants, c'est qu'en face, il y a justement des gros buy limit à exécuter. Donc ça m'invite à penser qu'il y a des gros qui se positionnent ici et ici. Donc en gros, dans ces niveaux de prix. Ça veut pas dire forcément que ces gros auront raison. C'est juste ici qu'il y a de la demande en limite qui doit être assez importante. Tout comme ici, il y avait de la demande en sell limite qui était assez importante. On voit que le marché s'est reverse. Tout comme ici, il y avait de la demande en sell limite qui était assez importante. Ça, j'en avais parlé, le scénario probable qui était on prend les stops et on réintègre parce qu'ici, il y a de gros poissons qui étaient en train de se faire exécuter à la vente, tout simplement. Et du coup, ma théorie est que simplement, le market maker ici, il achète les ordres, il vient bouffer tous les stops pour revendre les ordres qu'il a achetés juste ici. Et grâce aux liquidations des shorters, ça lui permet de sortir de ses positions acheteuses car il devait exécuter ces gros poissons ici. En fait, ici, c'est la même chose pour moi, le scénario. Si je vois que le prix continue ici de mettre de la pression sur ce support et je vois le CVD tomber comme ça, je vais me dire tout simplement qu'il y a de gros poissons qui achètent ici et le market maker risque de faire hop, chasse au stop ici. Comme ça, toutes les positions qu'il est en train de vendre ici pour fill ceux qui veulent acheter, il va pouvoir tout simplement les fermer grâce au stop et aux liquidations des acheteurs ici. Car une liquidation d'acheteurs, c'est tout simplement une vente. Et du coup, lui, il a besoin ici tout simplement de vendeurs pour fill ses positions. Et donc pour racheter ses shorts. Parce que là, il est en train de shorter, peut-être, c'est ma théorie, mais si jamais je vois le CVD tomber ces prochaines heures ici, alors que le prix consolide, c'est que pour moi, le market maker ici, il est en train de vendre. Les acheteurs, les gros acheteurs qui ont besoin d'acheter, le market maker, il vend tout simplement. Et le market maker va devoir probablement, pour fermer ses positions tranquillement, venir récupérer tous les stops ici. Comme ça, ici, il peut fermer ses shorts grâce au stop des liquidations et probablement revoir le prix monter dans l'autre sens. Ça, c'est une théorie si jamais je continue de voir ici ce CVD tomber. Car c'est généralement comme ça que ça se passe quand il y a justement ces afflux ici d'ordre assez importants. Pour moi, ici, c'est clairement pas des whales. Je vois pas un mec venir faire un sell market de 25 millions ou un buy market. Ça arrive, bien évidemment, mais à chaque fois que je vois justement ce genre d'action de prix, c'est très probablement proche d'un retournement, qu'il soit haussier ou baissier.
Par exemple ici, où là il y a des gros sell limit, bah, on voit que le prix est en train de tanker et est parti pousser dans l'autre sens. Enfin des gros sell market, pardon, on voit que le prix est parti pousser dans l'autre sens. C'est un peu technique, mais voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que grosso modo, un scénario probable, c'est chasse des stops sous 60 000 $, on comble toute l'imbalance ici, et derrière, si on réintègre la zone, ça peut être positif pour aller faire un break. En tout cas, il y a deux grosses zones d'intérêt. Maintenant, 63 500, tous les stops sont ici, et 60 100 $ avec la zone intermédiaire qu'on avait vue au niveau des breakers ici qu'on est en train de tenir pour le moment. Donc pour moi, une fois que cette zone a été travaillée, si ça tient pas, on ira chercher 60 100 $. Si ça tient, on ira livrer justement les liquidations au niveau des 63 500. Et n'oubliez pas, CPI aujourd'hui, demain, il y a quoi demain? Demain, on a les chiffres du chômage également, donc ça c'est assez important aussi. Donc on aura encore une journée chargée demain, mais bon, ça c'est tous les jeudis. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Pour ETH, franchement, ETH est un gros événement pour lui, hein, j'en ai déjà parlé, mais ça va être le refus ou l'approbation des ETF, probablement en refus, ce qui semble être pricé par le marché. C'est déjà pricé très probablement, mais après bon, il y aura un peu de flux baissier. L'objectif, je pense, ce sera de venir récupérer les stops sous les 2790 $, histoire de faire peur à tout le monde. Tout simplement, hier, on avait vu justement qu'il y avait du breaker à tenir, ça n'a pas du tout été maintenu. Bam, on est parti récupérer le plus bas ici, on en avait parlé. Hein. Si on perd le breaker et le morceau d'imbalance, bah, l'objectif c'est d'aller plus bas. On est venu plus bas ici, et là, le prix fait un peu ce qu'il veut. Le fait qu'on soit venu récupérer ce lot ici, encore une fois, c'est intéressant. On pourrait essayer de ramener le prix au-dessus de ce sommet. Après, encore une fois, le price action, pour moi, il veut rien dire ici, dans le sens où, franchement, on voit que les algos bougent dans tous les sens. J'en avais parlé, hein, mais avec les news qu'on a, le marché bouge dans tous les sens. Pour moi, l'objectif de ETH, c'est de toujours venir chercher ces lots ici. Je pense qu'avant de faire un mouvement aussi, on a besoin de venir nettoyer les stops, là, sous les 2790. Et ça serait probablement ce qui pourrait arriver en cas de refus de l'ETF. Mais vu que c'est déjà pricé, je pense que ce serait un piège. Et la réintégration confirmerait que c'est un piège pour pourquoi pas partir un peu dans l'autre sens et faire FOMO quelques personnes. Si vous voulez, je m'arrêterai là-dessus sur Ethereum aujourd'hui, c'est plus fondamental que technique. Refus d'ETF, ça dump, ok. Donc on dump, mais c'est déjà pricé. Le marché s'attend déjà à ce que ça passe pas, parce que si le marché s'attendait à ce que ça passe, on serait pas en train de dumper, on serait en train de pumper. Hein. Il suffit de voir le price action du Bitcoin pour comprendre ça, quand on a eu l'approbation. Donc là, pour moi, les gros poissons s'attendent à un refus. Derrière, on s'attend à un appel. À ce moment-là, quand on a l'appel, je pense, donc l'appel, ça peut se faire soit de façon imminente ou quelques semaines après, mais quand on aura l'appel, je pense que c'est à ce moment-là qu'on sera autour du bottom sur Ethereum. Pourquoi? Parce que simplement, on réfléchit. Le marché essaye toujours d'avoir un temps d'avance sur ce qui peut se passer et de pricer les choses avant qu'elles arrivent, bien évidemment. S'il y a un appel, c'est qu'on estime qu'il y a une possibilité d'ETF. Donc s'il y a une possibilité d'ETF, c'est bullish. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est potentiellement bullish. Mais je pense qu'on aura le bottom autour de l'appel. Quand je dis l'appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire genre Grayscale, tout ça, tous ceux qui vont se faire refuser, 21 Shares, vont faire un appel, vont contrer la décision de la SEC pour qu'il y ait un jugement et qu'ensuite il y ait soit une approbation ou un refus définitif. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'ETF de Grayscale, où ils ont été refusés en 2022, je crois, ou 2023, je sais plus. Et ensuite, il y a eu l'appel définitif en début 2024 qui a été approuvé. Ok. Si ça avait été refusé cette fois-ci, ça aurait été mort pour Grayscale. Mais c'est passé, du coup, ils ont eu leur ETF, etc., etc. Et BlackRock, eux, n'ont jamais été refusés, ils ont eu leur ETF du premier coup. Donc l'appel, je pense que ce serait un bottom. Ensuite, il y aura un combat entre la CFTC et la SEC pour définir si Ethereum c'est une security ou non. Pourquoi la SEC pense que Ethereum c'est une security? Car derrière il y a la Ethereum Foundation. Et pour eux, s'il y a une fondation, ça marche un peu comme une entreprise, un peu comme Apple, genre qui prend les directives de Apple, par exemple, hein, le CEO, ceux qui gèrent Apple, etc., prennent les directives et, par exemple, Apple c'est une security. Ok, c'est l'entreprise qui est gérée. Donc, demain, l'entreprise peut faire n'importe quoi et faire perdre de l'argent, tout comme ils peuvent être des génies, faire gagner de l'argent, etc., etc. Pour la SEC, Ethereum, c'est pareil. C'est pas comme le Bitcoin. Au Bitcoin, il n'y a personne qui contrôle le Bitcoin. Pour la SEC, la Ethereum Foundation contrôle Ethereum, contrôle les directives sur Ethereum. Donc, eux, ils voient ça comme un business. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est une security. La CFTC, elle n'est pas d'accord. Pour qu'il y ait une approbation d'ETF, il faut que ce soit considéré pas comme une security. Ok? Donc, la CFTC, elle dit oui, la SEC dit non. Donc, il y aura un jugement aux États-Unis pour définir si c'est une security ou non dans la loi aux États-Unis. Ok? Si c'est pas une security, c'est donc si par exemple la CFTC gagne, si c'est pas une security, le marché va pumper énormément sur Ethereum.
parce qu'en fait, on pricera justement les grosses probabilités d'avoir une approbation d'ETF. Donc ça sert à rien d'attendre qu'il y ait un appel, que ce soit pas une security, et que du coup, un mois avant, on nous dit il y aura des chances d'avoir l'approbation de l'ETF, le prix sera déjà parti comme ça. Hein. C'est pour ça que je pense qu'on va bien bouffer les stops ici, on va installer beaucoup de doutes, beaucoup de dépression, et il faudra surveiller au moment où il y a l'appel. Je pense que c'est à ce moment-là où Ethereum posera un bottom. Et ensuite, si la SEC gagne et dit que c'est une security, à ce moment-là, ça risque de faire ça et il n'y aura peut-être pas d'ETF sur Ethereum définitivement. Ok, je doute. Hein. Il y a BlackRock derrière, ils veulent leur ETF, je pense. Donc je pense que le juge américain peut statuer sur le fait que c'est pas une security et que la SEC perdra. Si par exemple ici il y a un appel, donc je pense que ça se rapproche du bottom, et que derrière la CFTC gagne, attendez-vous à une grosse accélération ici. Et par la suite, quelques mois après ou quelques semaines après, ça va commencer à échanger entre BlackRock, Grayscale, machin, pour clôturer un peu le dossier ETF, et le prix risque de continuer de monter et de faire un fameux sell de news quand l'ETF sera approuvé. Les débutants vont arriver ici. Tous ceux qui n'ont pas acheté parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un ETF ou pas vont être rassurés et rentrer par là. Il y aura le sell de news probablement comme on a fait sur Bitcoin. Et ensuite, il y aura les inflows dans les ETF d'Ethereum où les grosses institutions vont s'y exposer probablement, et ça risque de monter un peu comme l'a fait Bitcoin après janvier son approbation. C'est pour ça que pour moi il faut se positionner très très probablement au moment où il y a un appel, parce qu'au moment où il y a un appel, on remet les probabilités d'avoir un ETF, et si on remet des probabilités pour avoir un ETF, à ce moment-là, le prix va simplement pricer le fait qu'on puisse avoir un ETF, et un ETF c'est bullish, donc le prix va automatiquement poser un bottom et remonter probablement. Ok, donc voilà, vous savez un petit peu tout. Pour moi ce sera plutôt fondamental, mais bon, encore une fois on arrive à croiser le fondamental et la technique, dans le sens où ici c'est un range, tu fais une déviation, tu mets du doute, tu fais une petite réintégration, et voilà, tu as une pattern d'accumulation ici, on met le doute, on a l'appel, on forme le bottom, on réintègre le range, et derrière, voilà, si la SEC perd et que la CFTC gagne, on aura probablement un ETF les mois à venir, tout simplement. Et pour finir, j'analyse BNB. Alors, BNB, plutôt intéressant techniquement, enfin je ne l'achèterai pas ici, mais bon, beaucoup de FUD, beaucoup de gens qui ont eu peur justement du côté de Binance, etc. Quand le marché pump alors qu'il y a du FUD, c'est que c'est très bullish, ok. Malgré qu'on ait toujours du FUD, le prix ne dumpe pas pour l'instant, donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, est-ce que je l'achèterai ici? Non, hein, l'objectif c'est pas de se positionner après un rallye aussi important. Maintenant, pour moi, il y a des zones évidentes à venir chasser. C'est clairement la TH maintenant, les $691, et également ici, cette méga zone de stop qu'on est en train de former juste ici. Le prix il est en train de se contracter, ok. Juste ici, je pense que vous le voyez tous, mais on a un triangle qui est en train de se former ici. Juste dégager ça. Voilà, il y a un triangle qui se forme. Donc là, on arrive au bout de la contraction. BNB va reprendre de la volatilité. Ce qui serait potentiellement bullish, c'est de venir récupérer tous les stops ici pour faire une continuation haussière et aller s'attaquer à la TH, tout simplement. Donc on pourrait avoir un dump entre $420 et 495. On vient dans l'imbalance ici. Une fois que ça s'est fait, voilà, essayer de reprendre du flux haussier, tout simplement. Déviation du support, réintégration, continuation haussière. Ce qui serait pas bullish pour BNB, c'est pour ça qu'on doit attendre de voir quelle direction va prendre le prix. Parce que là on peut clairement se positionner à l'achat, hein. Si on prend les stops et qu'on réintègre, pour moi il y a un très bon setup de continuation, direction $700-800. Mais si jamais ici BNB décide de d'abord aller chercher les stops au nord et qu'il les réintègre, ça pour moi ça sera la pattern finale d'une distribution, et à ce moment-là ça annoncera un début de retracement. L'objectif minimum ce serait le premier arrêt, 38,2, ici $468, et puis si jamais ça cède, je pense qu'on pourrait revenir en zone de rechargement. Je vais remettre le chiffre d'or ici, nombre d'or. Tac. Entre à peu près $360 et $280. Mais là, ça voudrait dire qu'on rentre dans un marché qui est un peu plus pessimiste, etc., etc. BNB s'est mangé une bonne bougie rouge hier. Ça lui a permis justement de venir combler l'imbalance qu'on a juste ici. Pour moi, la dynamique de BNB est intacte, c'est-à-dire que tous les creux ascendants qu'on a formés pour l'instant sont maintenus ici. Il n'y a pas de rupture de la trendline haussière, ok, pour l'instant. Le jour où BNB prend le lot des $536, il y a de grandes chances qu'on aille chercher la base de la trendline ici, et la base de la trendline, elle est sous les $494. Ok, on voit clairement que c'est toujours une dynamique haussière. On est venu dans cette imbalance. C'est le moment pour BNB d'essayer de reformer un creux ascendant, et cette fois-ci d'aller récupérer tous les stops qui sont en train de s'accumuler au-dessus des $646. Si BNB perd cette imbalance, ça sent pas très bon, puisque là on ira s'attaquer probablement à ce lot, et une fois que ce lot il pète, là tout simplement c'est qu'on a un changement dans le comportement du prix, et l'objectif sera de venir récupérer
tout le bas de la trendline, donc à 496 $. Pas plus de choses à dire de mon côté d'un point de vue BNB. Ça va être intéressant pour faire de la continuation. C'est un coin qui est pas trop aimé. Il y a beaucoup de feux autour et le prix continue de pumper. Voilà, maintenant le meilleur scénario ce serait on liquide les acheteurs, on vient au niveau du premier arrêt ici, on réintègre. Comme ça, on est venu combler cette imbalance et on continue de pousser et là, on se dirige beaucoup plus haut. Les gens paniquent ici, se disent que c'est bon, c'est fini, alors que c'est le bottom et on continue à ce moment-là. Par contre, le scénario le moins bullish, et bizarrement, c'est on pump en premier et du coup, des gens peuvent pas forcément comprendre. Mais imaginez en gros que ici, il y a un énorme range, ok, et que si on vient ici, les acheteurs n'ont pas forcément gagné. Car si les acheteurs se font contrer ici, c'est les vendeurs qui reprennent la main. Et à ce moment-là, le marché n'a plus d'intérêt à aller au nord, puisqu'il aura pris tous les stops des vendeurs au-dessus de la TH, tous les stops des vendeurs au niveau du range. Donc après, on s'attaque à qui? À qui on a envie de créer du mal et de la souffrance? C'est aux acheteurs. Parce que eux, les acheteurs, ils auront leur stop ici, ok, et ils auront probablement des prix de liquidation plus bas. Donc une fois que tu as dégagé tous les vendeurs, si tu réintègres, il n'y a plus qu'à s'attaquer aux acheteurs et c'est à ce moment-là que tu crées de la souffrance. Un peu comme on a fait sur le Bitcoin en 2021, pour ceux qui se souviennent, quand on est venu chasser la TH, où littéralement tous les vendeurs ont été out ici. Hop, et une fois qu'on a sorti tous les vendeurs, on est venu prendre tous les stops, le marché a créé de la souffrance et est parti s'attaquer à des zones d'achat, des zones de stop évidentes. Par exemple ici, sous ce mégalo qu'on a tenu, bien évidemment, c'est pas anodin qu'on ait tenu tous ces lots, c'est parce que le marché voulait y retourner pour plus tard, très probablement. Et ici, on voit qu'on y est revenu sur cette petite mèche, ok, tout simplement. Donc ça serait un peu le même scénario sur le BNB. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé et ça va vous ramener sur ce site ici où il y a tous les liens importants. Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur Bitget via notre lien partenaire, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a du lourd qui arrive très bientôt, comme ça vous allez sécuriser votre place. Vous aurez en plus également la formation gratuite. Donc ensuite vous cliquez sur 100% gratuit ici, ça vous ouvre le formulaire pour avoir accès à la formation gratuite. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous remplissez le formulaire et vous avez la formation gratuite dans votre boîte mail dans la journée. En plus de ça, si vous voulez avoir accès au VIP, vous pouvez l'avoir également, rejoindre le VIP gratuitement. Vous cliquez sur cette vidéo, il y a une vidéo qui vous explique absolument tout pour rejoindre le VIP gratuitement. Le VIP, c'est simple, c'est des suivis trade en direct, c'est de la pédagogie, on répond à vos questions, on partage des setups qu'on surveille, nos méthodologies, il y a déjà des cours qui ont été faits juste ici, également ici, donc il y a plein de vidéos, il y a des market reviews quotidiennes également, on parle aussi du marché boursier, donc des stocks, du marché forex, etc., des choses que je fais pas forcément dans l'école ni sur la chaîne YouTube, donc c'est vraiment du contenu en plus pour vous, ça vous permet de vous former complètement gratuitement, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, et donc là c'est un apprentissage qui est plus intensif puisque c'est tous les jours et vous pouvez poser toutes vos questions, j'y réponds, il y a des briefs tous les jours, on voit des opportunités ensemble. Vous avez en plus de ça sur le côté une formation qui vous forme de 19h, vous apprenez l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, etc., à créer vos propres plans. Tout ça, ça s'apprend dans l'école, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter par la suite si vous le souhaitez, ou poursuivre bien évidemment. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, je vais poursuivre avec les élèves. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.